Bonsoir, j'espère que vous allez bien et que vous allez passer une très bonne semaine. J'espère que pour les nouveaux et les nouvelles, vous êtes nombreux sur la chaîne quand même. Vous avez su apprécier les deux premières lectures de ce nouveau livre. Donc on s'en était arrêté à la partie 11 du livre. J'appellerai pas ça des chapitres, mais des parties. Donc je vais vous lire la partie 11. N'oubliez pas peut-être de mettre des écouteurs pour écouter mieux la lecture avec le fond de la pluie, etc. Allez, c'est parti donc pour 11. Les traitements de l'anxiété et de la dépression. Les traitements médicamenteux de l'anxiété. Il y a plus de 40 ans, lorsque sont apparus les tranquillisants et les somnifères, on n'était pas loin de penser qu'il suffisait d'en prendre pour que tout rentre dans l'ordre. On pensait alors qu'il n'y avait pas de risque de dépendance et que les effets indésirables étaient minimes. Malheureusement, nous savons aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Des millions d'hommes et de femmes souffrent de l'utilisation à long terme de ces drogues. Les tranquillisants, inutile de paniquer. Si vous prenez l'un des médicaments mentionnés ci-dessous, lisez les remarques suivantes. 1. Vous n'êtes peut-être pas dépendant aux médicaments. 2. Si vous êtes dépendant, une guérison complète est possible en diminuant progressivement la posologie et en prenant soin de vous. 3. Comment savoir si vous êtes dépendant ? Si vous sentez que le médicament n'agit plus comme au début et si vous devez augmenter le dosage pour obtenir le même effet, ou si vous vous sentez mal quand vous l'interrompez, alors vous êtes peut-être dépendant. 4. Consultez votre médecin et demandez-lui de vous conseiller des ouvrages qui vous aideront à arrêter les tranquillisants et les somnifères. Les médecins sont mieux informés qu'auparavant des règles à suivre pour arrêter un tranquillisant, mais au cas où vous auriez besoin d'informations, voici les dernières directives fournies au corps médical par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'organisme communément appelé AFSSAPS. Rappel du bon usage des benzodiazépines. Tiré de la mise au point sur les troubles du comportement liés à l'utilisation des benzodiazépines et produits apparentés, les benzodiazépines sont largement utilisées en pratique courante pour leurs propriétés anxiolytiques, sédatives, myorelaxantes et anticonvulsivantes. Elles peuvent entraîner des troubles du comportement parfois graves, qu'il faut savoir repérer et éviter au maximum, notamment en respectant leur bon dosage. La prescription des benzodiazépines n'est pas anodine. Elle ne constitue pas le traitement de fond d'un trouble anxieux et une dépression doit être systématiquement recherchée. Les benzodiazépines peuvent entraîner un syndrome associant à des degrés divers, une altération de l'état de conscience et des troubles du comportement et de la mémoire, c'est-à-dire des inhibitions avec impulsivité, euphorie, irritabilité, anémie, typiquement de fixation, suggestibilité. Ce syndrome peut s'accompagner de troubles potentiellement dangereux pour le patient ou pour autrui. À type de comparaison, comportement inhabituel pour le patient, comportement agressif, notamment si l'entourage tente d'entraver l'activité du patient, conduite automatique avec anémie post-événementielle, et voyages lointains par exemple. Toutes les benzodiazépines et les produits apparentés sont concernés. Ne pas prescrire en dehors des indications et s'assurer du bon diagnostic. Les indications des benzodiazépines en tant qu'anxiolytiques. 1. Les benzodiazépines sont indiquées pour apporter un soulagement sur une durée aussi brève que possible, pas plus de 2 à 4 semaines. En cas d'anxiété sévère accompagnée d'une altération marquée du fonctionnement ou d'une souffrance significative et inacceptable, survenant seule ou associée à de l'insomnie ou des troubles à court terme psychosomatiques ou psychotiques. 2. L'utilisation des benzodiazépines pour un traitement à court terme d'une anxiété légère et inappropriée est déconseillée. En tant qu'hypnotique, produit induisant le sommeil. 3.
L'utilisation des benzodiazépines devrait être réservée au traitement des insomnies sévères, handicapantes ou qui exposent le patient à une détresse extrême. La posologie. 1. La dose minimale préconisée est de rigueur et ne doit jamais excéder 4 semaines. 2. Une utilisation prolongée n'est pas recommandée. 3. La posologie doit toujours être diminuée progressivement. 4. Les patients qui auront pris des benzodiazépines pendant longtemps peuvent avoir besoin d'une période plus longue durant laquelle la posologie sera progressivement réduite. Lorsqu'un benzodiazépine est utilisé en tant qu'hypnotique, le traitement doit être si possible intermittent. Précautions d'emploi. 1. Les benzodiazépines ne doivent pas être utilisées seules pour traiter la dépression ou l'anxiété associée à la dépression. Le risque de passage à l'acte suicidaire est alors majoré. 2. Elles ne devraient pas être utilisées pour traiter les états phobiques ou obsessionnels. 3. Elles ne devraient pas être utilisées pour traiter les psychoses phobiques. 4. En cas de deuil par exemple, l'adaptation psychologique peut être inhibée par les benzodiazépines. 5. Des effets désinhibiteurs peuvent se manifester de multiples manières, notamment un passage à l'acte suicidaire majoré chez les patients dépressifs et un comportement agressif envers soi-même ou l'entourage. C'est pourquoi la plus grande prudence est recommandée en cas de prescription de benzodiazépines chez des patients souffrant de troubles de la personnalité. Les traitements médicamenteux de la dépression. En cas de dépression sévère, caractérisée, il faut consulter un médecin. Celui-ci vous prescrira probablement un antidépresseur. Ce médicament s'avère parfois très efficace et améliore considérablement la qualité de vie. Il est cependant déconseillé d'y avoir recours en cas de dépression légère à modérée. En effet, nombre de personnes guérissent complètement d'une dépression sans prendre le moindre traitement. En outre, le risque d'effets indésirables n'est pas négligeable. Prise de poids, maux de tête, confusion, crise de panique, sécheresse de la bouche, constipation. Les médicaments utilisés pour traiter la dépression ont d'abord été les antidépresseurs tricycliques et les inhibiteurs de la monoamine oxydase ou IMAO et plus récemment les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine ISRS ou les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline IRSN, avec parfois de bons résultats, mais parfois encore des effets indésirables non négligeables. Le lithium et les phénothiazines, une classe de médicaments antipsychotiques, sont utilisés comme sédatifs pour la rémission de la phase maniaque de la psychose maniaco-dépressive. Comment fonctionnent les antidépresseurs ? Dans le cerveau, des substances chimiques, appelées neurotransmetteurs, agissent sur l'humeur. En cas de dépression, ces neurotransmetteurs sont produits en quantité moindre. Un antidépresseur agit en augmentant la production des neurotransmetteurs dans le cerveau. Certains antidépresseurs, l'amitriptyline par exemple, ont essentiellement un effet sédatif et peuvent être prescrits chez un patient à la fois anxieux et dépressif. D'autres, l'imipramine par exemple, n'ont pas d'effet calmant et sont donnés aux personnes souffrant de léthargie. Les antidépresseurs tricycliques, imipraminiques, regroupent de nombreux produits comme l'amitriptyline, l'amoxapine, la clomipramine, la dosulipénine, la doxépine, l'hémipramine, la maprotyline, etc. Les autres antidépresseurs apparentés aux tricycliques regroupent des produits comme la protyline, la mianzérine et la viloxazine. Les antidépresseurs IMAO, les inhibiteurs de la recapture de la monoamine oxydase favorisent l'augmentation de la production neurotransmetteurs, ce qui stimule le fonctionnement cérébral. Ils agissent en bloquant l'action d'une des enzymes du cerveau, la monoamine oxydase. C'est pourquoi, en cas de traitement par IMAO, certains médicaments et les aliments riches en tyramine sont contre-indiqués en raison d'un risque d'hypertension artérielle. Si vous souffrez de nausées ou de maux de tête, consultez immédiatement votre médecin. Les patients sous IMAO reçoivent toujours la liste des médicaments et des aliments contre-indiqués.
Les principales sources de tyramine sont les fromages, sauf le fromage blanc, les levures et extraits de levure, certains poissons, certains abats et la charcuterie ainsi que les épinards et la choucroute. On pourrait également citer l'alcool qui, de toute manière, est toujours à éviter, voire à proscrire lorsqu'on prend des antidépresseurs. Après l'arrêt d'un traitement par IMAO, le produit reste présent dans la circulation sanguine pendant au moins 2 semaines. C'est pourquoi il faut continuer d'éviter certains médicaments et aliments. Les antidépresseurs ISRS, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine sont apparus plus récemment. Ils sont plus souvent prescrits car ils n'ont pas les effets secondaires des tricycliques, sécheresse de la bouche, prise de poids et sédation excessive. Mais ils en présentent néanmoins d'autres risques, de nausées, de vomissements, d'agitation et même de risques suicidaires. Les ISRS regroupent le citalopram, l'excitalopram, la fluoxétine, la fluvoxamine, la paroxétine, la sertaline, etc. La fluoxétine, Prozac, mérite une mention particulière, car il est le plus connu de tous. S'agit-il d'un remède miracle contre la dépression? Pour certaines personnes peut-être, mais il ne convient pas à tout le monde, comme le montrent les témoignages qui suivent. Le mieux est toujours d'en discuter avec son médecin traitant. Exemple, Hélène, 49 ans. J'ai vécu pendant 15 ans le cauchemar de la dépression. Pas un jour ne passait sans que je ne pense à mettre fin à mes jours. On m'avait prescrit plusieurs types d'antidépresseurs, tous aussi inefficaces. Cependant, après avoir pris du Prozac, pendant 10 jours, j'ai constaté que j'avais plus de facilité à travailler et plus d'énergie. Je n'osais pas trop y croire et pourtant je vais de mieux en mieux. Mes amis disent que j'ai toujours l'air très bien, en forme, ou trop pour certains. J'en ai conscience et aussi du fait que je parle beaucoup plus. Mais ça m'est égal, je me sens heureuse, capable de travailler et de voyager. J'ai bien l'intention de continuer à prendre du Prozac, le restant de ma vie. Un autre témoignage, celui de Anne, 38 ans. J'ai souffert de plusieurs épisodes de dépression durant ma vie et je suis toujours parvenue à m'en sortir. L'année dernière, je me suis sentie à nouveau dans le creux de la vague. Mon médecin m'a suggéré de prendre du Prozac. Le premier jour, j'ai souffert de troubles digestifs, mais j'ai pensé que ce n'était que passager. Le jour suivant, j'ai commencé à me sentir très agitée, bien plus que par le passé. Au 5e jour, j'étais dans un état épouvantable. J'étais envahie par des pulsions suicidaires, ce qui ne m'était jamais arrivé auparavant. Je n'étais plus capable de dormir ou de manger. Très inquiète, ma famille appelait mon médecin. Il leur a dit qu'il fallait attendre 2 semaines avant que les gélules ne fassent vraiment leurs effets. Il insista pour que je poursuive le traitement. Il ne me semblait pas voir de lien entre mes pulsions suicidaires et le Prozac. D'après lui, c'était un symptôme courant de la dépression. J'ai essayé de lui expliquer que je n'avais jamais eu de telles pensées les fois précédentes. Au 10e jour, j'ai décidé d'arrêter le Prozac, estimant que le remède était pire que le mal. Quel soulagement! J'étais complètement à plat, mais l'horrible agitation, les nausées, les pensées suicidaires avaient disparu aussi vite qu'elles étaient apparues. Je suis retournée voir mon médecin. Il a réagi en me disant « Si vous ne prenez pas vos médicaments, comment pouvez-vous espérer aller mieux ?» Sa remarque m'a blessée, car il ne croyait pas que les gélules avaient aggravé mon cas. Pourtant, je m'étais sentie en danger. Je me demande combien de patients les médecins peuvent perdre avec un tel comportement. Les antidépresseurs IRSN, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, ont une action double au niveau de la sérotonine et de la noradrénaline. C'est aussi une catégorie d'antidépresseurs la plus prescrite, avec minalciprane et valafaxine. L'arrêt des antidépresseurs. Il a fallu de nombreuses années avant de se rendre compte que l'arrêt des tranquillisants et des somnifères, même à faible dose thérapeutique, pouvait entraîner des troubles pour de nombreux patients. Tout produit ayant un effet sédatif ou stimulant a un risque potentiel de pharmacodépendance. Arrêt progressif des antidépresseurs. Témoignage de Marc, 30 ans. J'ai pris du Prozac à 2 reprises pendant environ 6 mois. La première fois, cela m'avait remis sur pied et motivé pour retrouver du travail et reprendre goût à la vie. Comme j'allais bien, j'avais décidé d'arrêter le traitement. Je sais à présent que c'était une folie, mais j'ai arrêté du jour au lendemain. 2 jours plus tard, les problèmes sont apparus. J'avais mal aux muscles et aux articulations. J'étais léthargique et confus. D'après mon médecin, cela n'avait rien à voir avec l'arrêt du Prozac. J'avais probablement attrapé un virus. Il m'a fallu environ 4 semaines pour me remettre.
Après 9 mois d'accalmie, je me suis remis à broyer du noir. C'est mon épouse qui a suggéré que je reprenne le Prozac. Le docteur était parfaitement d'accord. Cela fut exactement comme la première fois. J'ai rapidement remonté la pente et estimé, au bout de 6 mois, que je n'en avais plus besoin. J'ai arrêté alors que j'étais en vacances. Ce fut comme précédemment, sauf que là, je savais avec certitude que mes douleurs et mon mal-être venaient du Prozac. Je n'avais pas envie de me bagarrer avec mon médecin, j'ai donc repris le traitement à la dose prescrite. Quelques jours plus tard, lorsque je me suis senti mieux, j'ai progressivement diminué le dosage jusqu'à arrêter. Les avantages et les inconvénients des antidépresseurs. 1. Il faut être patient. Un médicament ne fait pas effet en une seule nuit. 2. Soyez vigilant si une prescription est trop souvent renouvelée. Consultez immédiatement en cas d'éruption cutanée, d'effets secondaires importants ou encore si vous prenez ce médicament depuis un certain temps et que tout va pour le mieux. 3. Lorsque l'heure est venue d'arrêter, faites-le progressivement. Il est habituel de ressentir des symptômes de sevrage, parfois très similaires à ceux qui se manifestent lors de l'arrêt de tranquillisants. Soyez patient et évitez de vous ruer sur vos médicaments. Tout finira par entrer dans l'ordre. 4. N'espérez pas qu'un antidépresseur règle vos problèmes psychologiques. Ce n'est pas son rôle, mais le vôtre. Le médicament est là pour soulager les symptômes. 5. Ne croyez pas qu'il suffise de prendre quelques comprimés pour éviter de modifier également votre mode de vie. Ça ne marchera pas non plus. 6. Évitez les combinaisons hasardeuses. Ne vous amusez pas à changer de médicaments ou à les associer ou à les arrêter sans l'avis de votre médecin. La luminothérapie contre la dépression. La luminothérapie est un moyen efficace pour sortir de certaines personnes de leur dépression. Aujourd'hui, les séances d'exposition à une forte luminosité peuvent se faire en milieu médical ou chez soi. Une exposition quotidienne traite la dépression hivernale et améliore en outre la santé générale, à commencer par le système immunitaire. Demandez conseil à votre médecin. 12. Les raisons physiques de l'anxiété et de la dépression. Les causes physiques. Les troubles psychologiques peuvent s'expliquer par des modifications hormonales, puberté, syndrome prémenstruel, ménopause, une hystérectomie, ablation de l'utérus, une grossesse, certains troubles endocriniens, comme un problème thyroïdien, une anémie, une infection ou une douleur chronique. Cela tient parfois de l'histoire de l'œuf et de la poule, des nerfs mis à rude épreuve, créent des dysfonctionnements dans le corps qui, à leur tour, provoquent de l'anxiété ou de la dépression. L'interaction entre le corps et l'esprit. Il est reconnu que le corps influe sur l'esprit, tout comme l'esprit influe sur le corps. Cependant, lorsque quelqu'un est anxieux ou déprimé, il a tendance à se focaliser sur les causes psychologiques et, de ce fait, à négliger les causes physiques. Pourtant, même si le stress est à l'origine d'un problème, un soutien psychologique ne suffit souvent pas pour améliorer la situation du patient. Il faut également traiter les symptômes physiques. Les allergies, pas toujours d'origine psychologique. L'allergie est en passe de devenir la maladie du XXIe siècle. C'est une réaction anormale des tissus du corps à un allergène, une substance étrangère habituellement bien tolérée et non toxique. Une réaction allergique peut survenir après contact, inhalation ou ingestion d'une substance allergénique. Plus personne ne s'étonne d'un rhume des foins, d'une crise d'asthme ou encore d'une réaction intense à certains aliments. En revanche, il est plus difficile d'admettre que l'allergie chronique à un aliment ou à un produit chimique puisse provoquer entre autres des symptômes, de l'anxiété ou de la dépression. Pourtant, il est important d'y voir la conséquence d'une modification neurobiochimique du cerveau due aux allergènes et non d'une névrose. Tous les conseils psychologiques de ce livre seront inefficaces si la cause de l'altération de l'humeur résulte d'une allergie au blé ou autre substance allergénique. Les mycoses, candidoses et autres. Depuis une vingtaine d'années, nous savons que de nombreux médicaments antibiotiques, corticoïdes, pilules contraceptives et plus récemment tranquillisants et somnifères affaiblissent le système immunitaire, ce qui favorise la multiplication rapide d'organismes normalement présents dans l'organisme. Le champignon Candida albicans est l'un d'eux. En prenant la place des bactéries bénéfiques du tube digestif, il en perturbe la flore intestinale. Or, il faut savoir qu'il produit de nombreux produits chimiques, dont des hormones féminines. C'est probablement l'une des raisons qui explique la fréquence des troubles de l'humeur et d'un syndrome prémenstruel important chez tant de personnes atteintes de candidose.
Étant donné qu'une candidose entraîne de nombreux symptômes, dont anxiété et dépression, le diagnostic établi est souvent celui de maladie psychosomatique, l'esprit affectant le corps. Des personnes chez qui l'on a commis cette erreur de diagnostic ont ainsi perdu des années dans des services de consultation psychiatrique. Le traitement prescrit toujours plus de médicaments ne faisait qu'aggraver la situation. Certains se sont alors tournés vers la médecine alternative. Notre corps nous dit souvent ce qui ne va pas, si nous choisissons de l'écouter. C'est ainsi que des personnes souffrant de candidose ont pu dire « Je savais que quelque chose dans mon corps affectait ma tête ». Le traitement est efficace mais long. Plusieurs mois d'antifongiques, pas toujours des médicaments, une alimentation adaptée et des compléments alimentaires dont des vitamines et des sels minéraux. Le yaourt, riche en bactéries bénéfiques, nettoie le tube digestif et s'oppose à la croissance du champignon. Des investigations sans fin. Les patients souffrant de candidose et ou d'allergies subissent souvent toute une kyrielle d'examens gastro-intestinaux, par endoscopie dont les résultats sont immanquablement négatifs. Le diagnostic est généralement celui d'une colopathie fonctionnelle, ce qui revient à dire « nous n'avons trouvé aucune cause à vos symptômes ». Le régime riche des fibres, d'habitude recommandé, aggrave toujours la situation. Ce n'est pas étonnant car il comporte des aliments qui favorisent la multiplication du Candida albicans. La solution serait de suivre un régime alimentaire spécifique. Vous pouvez lire à ce sujet cet ouvrage paru sur les thèmes. Je vous conseillerai à la fin de toutes les vidéos les lectures. Les symptômes les plus courants dus au Candida albicans, ce sont les mycoses des ongles, onychomycose, des pieds, dermatophytose, du cuir chevelu, du nez, des muqueuses, de la bouche, avec névralgie de la langue, glossalgie, ou encore de la gorge ou du voile du palais. Certaines personnes sont parfois atteintes à plusieurs parties du corps. On peut aussi retrouver des pertes vaginales, infections du pénis douloureuses avec suppuration, infections buccales, otite, souvent des écoulements aqueux qui rendent la peau sensible autour des oreilles, dépression, anxiété. Des troubles abdominaux, gêne, ballonnement, flatulence, ralentissement du transit, constipation, diarrhée, côlon paresseux, une alimentation riche en glucides raffinés, comme le pain blanc, le sucre et les pâtisseries. Le manque d'exercice physique et le stress contribuent à une infection appelée côlon toxique. C'est un terrain merveilleusement propice au Candida albicans. Les intestins produisent plus de mucus afin de débarrasser de ces aliments irritants. Le résultat, c'est que ce mucus s'agglutine au sucre raffiné, provoquant un revêtement collant qui tapisse toute la muqueuse intestinale. Les selles, pouvant peser jusqu'à 3,6 kg, sont non seulement désagréables, mais elles empêchent en outre l'absorption de sels minéraux et de vitamines essentielles et s'opposent à la production d'enzymes, ces substances chimiques indispensables à la digestion du bol alimentaire. Troubles urinaires. Chez certaines personnes nerveuses, le Candida albicans est parfois la cause d'une cystite qui traîne en longueur. L'examen cytobactériologique de leurs urines ne permet de retrouver aucun organisme expliquant cette soi-disant infection urinaire et les antibiotiques sont inefficaces. Les aliments sucrés et ceux à base de levure ainsi que l'alcool aggravent les symptômes. Consultez toujours un médecin si des problèmes urinaires ou abdominaux persistent. Si l'on ne trouve rien, il n'existe aucun examen fiable pour déceler le Candida albicans. Et du reste, il est peu probable qu'on le recherche. L'idéal serait de consulter un nutritionniste. Mycose cutanée. On confond parfois une mycose cutanée avec une éruption cutanée, d'origine psychologique. La mycose cutanée se manifeste sous la forme de taches rouges, sèches et squameuses, apparaissant un peu partout sur le corps, mais plus souvent au niveau des pommettes, des sillons nasolabiaux, des oreilles et des mains. Sensibilité à des aliments et des produits chimiques. Le système immunitaire étant affaibli par les allergies alimentaires et chimiques vont souvent de pair avec une mycose. Les troubles le plus souvent cités sont des palpitations, des rougeurs, des maux de tête, des étourdissements, des ballonnements ou des difficultés à respirer après avoir mangé certains aliments ou respirer des vapeurs d'essence, les gaz des pots d'échappement. Il existe plusieurs ouvrages qui vous aideront à découvrir les aliments et les produits chimiques à supprimer, mais si vos symptômes sont sévères, vous devez consulter. Votre médecin vous soumettra à des tests visant à déceler des allergènes, responsables de vos problèmes respiratoires ou autres.
Le syndrome de fatigue chronique. Cette maladie chronique provoque une intense fatigue durable, accompagnée de douleurs musculaires et de difficultés à se concentrer et à mémoriser. Cela débute parfois à l'occasion d'une maladie virale, grippe ou autre, qui aboutit, en cas de forme sévère, à l'incapacité de travailler. On a longtemps cru que ces personnes étaient hypocondriaques. Le syndrome de fatigue chronique a été diagnostiqué pour la première fois il y a une soixantaine d'années, mais il n'a été véritablement reconnu que récemment, grâce aux informations recueillies auprès des malades et recherches médicales. On le confond souvent avec une maladie mentale, car les symptômes incluent de l'anxiété et ou de la dépression et de la léthargie. On le nomme parfois syndrome des yuppies, pour Young Urban Professional, car il frappe toujours et surtout la jeune trentaine. Le système immunitaire est atteint et de nombreuses allergies aux mycoses sont possibles. Les recherches se poursuivent car il n'existe aucun traitement conventionnel efficace. La médecine alternative a aidé bien des personnes à guérir complètement. Le traitement repose pour l'heure sur le repos, une alimentation équilibrée et qui prévient toute constipation. Le plein air, la lumière du jour, la prise de probiotiques pour restaurer la flore intestinale et toutes les formes de thérapie qui aident à se relaxer et à se soigner par des méthodes naturelles. Les tranquillisants et les antidépresseurs sont a priori déconseillés, car ils ne font qu'ajouter des produits toxiques à un organisme qui lutte déjà pour éliminer des toxines dues à des virus. La douleur chronique. Les nerfs ne sont pas uniquement mis à rude épreuve à cause de la gêne occasionnée par la douleur chronique, mais également en raison de la tension permanente des muscles. Même si la douleur est légère, il est impossible de se détendre complètement. Rappelez-vous, le sapeur-pompier. Dès qu'il contracte ses muscles et respire plus vite, son taux d'adrénaline grimpe en flèche, et il doit poursuivre ainsi, encore et encore, tant que c'est nécessaire, au prix parfois d'anxiété, d'irritabilité, d'autres troubles nerveux. Les personnes qui souffrent ont souvent tendance à respirer exagérément dans l'espoir d'atténuer la douleur. Cette question sera traitée plus longuement au chapitre 16. Les carences nutritionnelles. Une personne stressée a besoin considérablement de certaines vitamines et sels minéraux. Un manque d'appétit et une difficulté à assimiler provoquant souvent des carences sévères. Même si votre appétit et votre poids sont normaux, il est possible que vous manquiez de vitamines et de sels minéraux. Signe courant d'une carence en vitamines. 1. Langue enflée, douloureuse, lisse, rouge vif ou encore douloureuse et rouge et vif à l'extrémité, bourgeon du goût. Enflée, muqueuse présentant des plaques de formes diverses, langue profondément fissurée, veine sous la langue enflée. 2. Gencives qui sèvent, ulcération buccale, furoncle ou gencive, craquelure au coin de la bouche, lèvres gercées, herpès récurrent. Cicatrice lente des plaies, sensation altérée du goût, bleu survenant facilement, chute de cheveux, crampes et muscles endoloris. Généralement, ces symptômes disparaissent rapidement avec une supplémentation adaptée. Vous pouvez demander conseil à votre médecin. Il est important de bien suivre les recommandations afin d'éviter les risques liés à un excès. Par exemple, la prise prolongée de vitamine B6 peut provoquer des problèmes neurologiques. Une forte dose de vitamine D est toxique. Les vitamines du groupe B ont un puissant effet stimulant, souhaitable si vous êtes déprimé, mais non souhaitable si vous êtes anxieux et insomniaque. Certaines vitamines du groupe B sont souvent celles qui renferment de la levure, entraînant en outre parfois des cystites, du météorisme abdominal, des éruptions cutanées et des démangeaisons de l'anus. Une supplémentation en calcium et en magnésium, plus en chrome en cas de problème de glycémie, sont souvent bénéfiques au système nerveux. La dépression et l'alimentation. Les troubles de l'humeur résultent parfois d'un déséquilibre acide-base, une alimentation riche en glucides raffinés et en viande et acidifiante, tandis que des apports importants en fruits et légumes, surtout crus, et en glucides complexes rendent le pH de l'organisme plus basique. Les symptômes psychosomatiques. Nous avons vu que certaines fonctions de l'organisme sont plus particulièrement affectées en cas d'anxiété ou de dépression. Chez certaines personnes, leur peur, leur colère ou leur tristesse se manifestent par des symptômes physiques. On dit qu'elles somatisent. Ces souvenirs malheureux expliquent souvent que les symptômes se focalisent dans des parties spécifiques du corps. L'événement douloureux ressurgit volontaire lorsque la tension est libérée, par exemple à l'épaule lors d'une thérapie corporelle comme un massage.
Le patient vient consulter pour une épaule douloureuse, qu'il considère comme d'origine purement physique, et se retrouve peu après en larmes, revivant un incident triste ou effrayant qu'il avait refoulé. Une fois la tension évacuée, la douleur psychologique peut s'exprimer. Voici quelques exemples de douleurs émotionnelles qui ont permis de soulager une douleur physique. Un jeune homme est venu se faire soigner une douleur à son genou droit. Il était évident qu'il était également un peu dépressif. La douleur et la dépression se manifestent régulièrement depuis plusieurs années. Il n'avait pas signalé sa dépression à son médecin. En fait, il n'avait pas conscience d'éprouver de la dépression. Son genou avait été examiné à plusieurs reprises, mais la cause du problème demeurait inconnue. Durant sa thérapie, il s'est souvenu que sa mère en train de le frapper alors qu'il était avec elle dans une voiture. Lorsqu'il se disputait avec son frère, c'était son genou droit qui recevait la punition. Après s'être remémoré l'incident avec sa mère, il est entré dans une colère noire et a dit « Cette fois, elle ne me frappera pas ». Sa douleur au genou était revenue après qu'il lui annonçait ses fiançailles à sa mère. Celle-ci avait réagi avec froideur et était devenue distance. Si son genou s'améliorait rapidement, il n'en allait pas de même pour ses émotions. Au début, lorsqu'il avait commencé à dire ce qu'il ressentait, il s'était senti très anxieux, coupable de ses sentiments vis-à-vis de sa mère. Cependant, qui donc l'avait fait souffrir durant tant d'années? Sa mère lui avait peut-être donné beaucoup d'amour et de soutien, mais uniquement à la condition qu'il agisse comme elle l'entendait. Il était d'un naturel gentil et la perspective d'une confrontation le mettait mal à l'aise. Il a fini par se persuader que cela devait se faire avec amour. Et c'est ce qu'il a fait, s'il voulait vivre sa vie en accord avec lui-même. Une jeune femme souffrait de phobie. Elle était terrorisée à l'idée d'avoir un cancer. Il faut dire que sa mère était morte d'un cancer intestinal à 29 ans. Or, elle approchait cet âge et avait la conviction qu'elle subirait le même sort. Pendant plusieurs années, elle s'était plainte de douleurs abdominales. Elle montait et descendait des escaliers en sautant plusieurs fois par jour pour perdre du poids. Les résultats de ces nombreux examens s'étant tous révélés négatifs, elle a fini par se convaincre qu'elle n'avait aucune maladie. En faisant partager ses émotions à d'autres, elle a fini par s'apercevoir que c'était son état de tension permanent qui provoquait ses problèmes abdominaux. Tous ces symptômes ont alors disparu. Elle a pris 4,5 kg et s'est mise à jouer au squash. Ces exemples ne sont que des illustrations de la manière dont il est possible d'évacuer une douleur psychologique. Il n'est pas toujours nécessaire de se faire suivre par un thérapeute, ni de participer à un atelier de soutien. Détendre son corps en nageant ou en faisant du yoga peut avoir le même effet. 13. L'erreur de diagnostic. Certaines paroles peuvent avoir des effets dévastateurs sur une personne en souffrance. Rien de pire qu'une remarque négative pour faire perdre toute estime de soi et plonger dans le désarroi. Vous est-il jamais arrivé que l'on vous fasse l'une de ces remarques parfaitement inappropriées? Reprenez-vous. C'est juste de l'anxiété. Vous êtes seulement un peu déprimé. Vous vous complaisez dans la maladie. Cette douleur est d'origine nerveuse de toute façon. Mais c'est dans ta tête tout ça. La prochaine fois que quelqu'un vous conseille de vous secouer, répondez-lui calmement. J'aimerais bien. Peux-tu me dire comment m'y prendre? Il y a fort à parier qu'il n'aura rien à vous répondre. Bien évidemment. Certaines personnes simulent, mais ce n'est pas une raison pour montrer du doigt ceux et celles qui aimeraient tant en finir avec une bonne fois pour toutes avec leurs troubles psychologiques. Le fardeau à endurer est double, supporter les symptômes pénibles et les remarques assassines du style « Tu aimes être malade ?» Il n'y a pourtant pas de quoi se réjouir. À force, on se retrouve sans travail et constamment dans la souffrance, en sachant que l'on est en plus une source permanente d'anxiété pour son entourage. Prenons le cas de Rose. Cette informaticienne de 30 ans a régulièrement consulté durant 4 ans pour des douleurs abdominales. Elle avait l'impression que son médecin ne la prenait pas du tout au sérieux parce qu'elle lui avait parlé d'un épisode dépressif vers 20 ans. Elle n'en pouvait plus d'avoir mal, ni de cette expression du style « encore vous » qu'elle lisait sur son visage. Il lui prescrivit un antidépresseur qui lui donna des maux de tête et, cerise sur le gâteau, 6 kilos de plus. Avant ses règles, la douleur était insupportable. Cela dura ainsi jusqu'au jour où une colioscopie, acte chirurgical, révéla qu'elle souffrait d'une affection gynécologique particulièrement douloureuse. Des années plus tard, elle éclata en sanglots lors d'une séance de thérapie cognitive comportementale, en disant que personne ne s'était jamais excusé de lui avoir
que personne ne s'était jamais excusé, ni ne lui avait dit qu'elle n'avait pas eu de chance. Les symptômes imaginaires. Il n'est pas question de nier que cela se produit parfois. C'est source d'irritation pour l'entourage, mais il ne faudrait pas non plus oublier que souvent, la personne qui exagère ou invente une douleur physique a autant besoin d'attention que celle réellement atteinte d'un problème physique. C'est comme un enfant qui se plaindrait de ses jambes alors qu'en fait, c'est sa gorge qui fait mal. Il n'est pas capable de localiser la douleur. Il sait qu'il a mal, mais il n'arrive pas à localiser l'endroit précis. Une douleur inventée est souvent considérée d'un point de vue moral comme une imposture. C'est peut-être le cas, mais pas à un niveau conscient. Une personne qui n'est pas en souffrance n'ira pas inventer une douleur et se contentera de vivre sa vie. C'est peut-être parce que notre éducation nous a appris que la seule douleur acceptable est physique. Bien des personnes n'auront aucune difficulté à annuler un rendez-vous si elles ont, par exemple, la grippe. En revanche, elles se sentiront coupables si elles doivent le faire à cause d'un épisode dépressif. Elles auront alors tendance à inventer un problème physique ou un empêchement familial ou professionnel. Si un garçon va voir son père pour lui montrer son genou en sang, ce dernier nettoierait la plaie avant d'y poser un pansement. Mais que se passera-t-il s'il lui disait qu'il a peur ou qu'il est triste? Son père lui répondrait probablement qu'un grand garçon de 7 ans n'a jamais peur, ou encore qu'il n'y a aucune raison d'être triste quand on est en vacances. La douleur psychologique doit être tuée. Il n'est donc pas étonnant que les services de psychiatrie soient débordés. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie du livre. Guérir sans médicaments. 14. Soyez votre propre thérapeute. Vous n'avez peut-être, vous sent-il, pas besoin d'aide extérieure et, en outre, vous désirez voir jusqu'où vous pouvez progresser par vous-même. Parfois, les résultats sont vraiment étonnants si l'on décide de s'aimer et de cesser de jouer la comédie et que l'on apprend à se détendre. La catharsis, la remémoration d'un souvenir jusqu'à le refouler, et l'abréaction, la décharge émotionnelle qui permet de se libérer d'un affect traumatisant, survient parfois spontanément sans traitement. C'est peut-être quelque peu déconcertant si cette personne ignore ce qui se passe, mais l'effet est généralement libérateur. L'exemple de Pauline en est une bonne illustration. Pauline avait fait un mariage heureux et elle appréciait son travail à temps partiel. Par le passé, elle avait souffert d'épisodes de dépression, mais sans jamais éprouver le besoin de rechercher de l'aide, car elle parvenait à vivre sans trop de difficultés. Cependant, après le décès de sa mère, elle s'était sentie confuse et très abattue. Il lui semblait qu'elle réagissait normalement au deuil. En revanche, elle ne s'expliquait pas les bouffées de haine qu'elle éprouvait vis-à-vis de son père, disparu plusieurs années auparavant. En fait, elle avait oublié qu'il avait été du bien piètre père lorsqu'elle était petite. Elle se mit à rêver de lui. Lorsqu'elle se réveillait, elle était complètement abattue. Elle pensait constamment à lui, de jour comme de nuit. Un soir, alors qu'elle rentrait du travail particulièrement tendu, un problème de symptômes prémenstruels, elle entendit quelqu'un jouer du piano dehors. Elle fut submergée par la bouffée de rage qu'elle avait ressentie alors qu'elle avait 9 ans. Son père la secouait comme un prunier parce qu'elle n'avait pas envie d'étudier sa leçon de piano. Sa mère, une personne effacée, la suppliait toujours de se tenir tranquille et de ne pas mettre son père en colère. Après plusieurs jours d'agitation et de crise de larmes, tout remonta à la surface. Son mari, qui n'en revenait pas, la trouva en train de hurler contre son père qui l'avait maltraitée et contre sa mère qui ne la protégeait pas. Elle éclata ensuite en sanglots, mais elle se sentait déjà incroyablement soulagée. Elle n'avait plus besoin de refouler sa souffrance. Elle pouvait enfin s'en débarrasser. Elle savait que son comportement pouvait sembler enfantin, mais elle en avait cure, car cela lui procurait une grande satisfaction. Évacuer tant d'émotions refoulées l'avait complètement vidée, mais pour la première fois, elle se sentait enfin en accord avec elle-même. La thérapie cognitivo-comportementale pour modifier sa manière de penser. Ce type de thérapie aide à dépasser les blocages en brisant le cercle vicieux des pensées négatives. Grâce à des encouragements positifs, les pensées qui provoquent de la peur disparaissent peu à peu. L'auto-persuasion. Le terme parle de lui-même.
En se répétant des instructions à voix haute ou dans sa tête, on peut éliminer des habitudes de pensée négatives. Si vous apprenez à jouer un nouveau morceau de piano et que vous butiez toujours sur le même passage, il suffirait de le répéter encore et encore pour supprimer la difficulté. Nous pouvons faire appel pour notre manière de penser. Souvent, cela aide de noter sur le papier des pensées négatives et de les remplacer mentalement, lorsque l'on est détendu par d'autres positifs. Cette manière d'agir deviendra ensuite automatique lorsque vous serez dans une situation inconfortable. Par exemple, une personne effrayée de se confronter à l'autorité, ses parents, son chef, peut se répéter « Je ne suis plus un enfant, je suis en sécurité, ma confiance grandit ». Choisissez l'une des formulations proposées ci-dessous que vous sentez appropriées à votre situation et ajoutez-y d'autres qui pourraient vous aider. Notez-les sur des fiches. Alors, je vous laisse le temps d'aller chercher des petites fiches parce que voilà, c'est un petit exercice et je pense que c'est approprié et je vais le faire aussi. C'est bon, vous avez pris un petit crayon et un petit papier. 1. Première phrase. Ce besoin incessant de parler signifie que je suis tendu et que j'ai besoin de me détendre davantage. Deuxième phrase. Je serai patiente envers moi-même. Je redeviendrai responsable. 3. Suis-je en train d'aggraver cette crise d'angoisse? Ai-je faim? Des difficultés à respirer? 4. Je vais de mieux en mieux, jour après jour, et à chaque instant. Je suis une personne merveilleuse et j'ai le droit d'être en bonne santé. Avez-vous identifié là où les peurs qui vous minent? Les plus courantes sont la mort, l'autorité, la blessure, la maladie, le vieillissement, la solitude, l'échec, la responsabilité, les relations personnelles et la sexualité. Les pensées négatives. Certaines de vos pensées négatives résultent peut-être d'une attente irréaliste de la manière dont vous pensez que vous ou d'autres personnes devraient se comporter. Ces pensées vous omnubilent-elles à un point tel que votre vie est infectée? Qu'attendez-vous des autres? Certains de vos espérances sont peut-être déraisonnables. On doit m'aimer tout le temps. S'ils ne font pas ce qu'ils ont dit, c'est qu'ils ne m'aiment pas. S'ils ne remarquent pas que je suis fatiguée, alors il est impossible qu'ils soient amoureux de moi. Si elle n'est pas d'accord avec tout ce que je dis, c'est qu'elle est contre moi. J'ai besoin d'un engagement total dans une relation, ou n'est-ce pas plutôt un contrôle total? Qu'attendez-vous de vous-même? La personne la plus cruelle envers vous-même est souvent vous-même. Si je m'emporte, plus personne ne m'aimera. Si je ne suis pas sur mon 31, il ne sera pas amoureux de moi. Si je ne me fais pas tout ce qu'elle veut, elle me quittera. Si je n'obtiens pas de bonnes notes, elle ne m'aimera pas. Si je ne rentre pas passer Noël en famille, elle pensera que je ne l'aime pas. Je ne dois pas montrer aucune faiblesse. N'auriez-vous pas plutôt trop de soutien et de réconfort? Les personnes malades ont souvent besoin d'être dépendantes pendant un certain temps, mais si cela dure trop longtemps, elles ne parviendront pas à guérir. Un effet qui est similaire à un traitement médicamenteux prolongé. L'effort nécessaire pour soutenir une personne trop fragile psychologiquement pendant une longue période peut également avoir de sérieuses conséquences sur la santé des proches. La dépendance aux autres. Les personnes prises au piège par des pensées terrifiantes ou négatives ont souvent besoin d'être en permanence rassurées. Cela ne procure qu'un soulagement provisoire et, au bout du compte, la personne en souffrance se retrouve de plus en plus dans la demande. C'est ce que l'on pourrait appeler une névrose de réassurance. Cela ne survient pas uniquement lors d'une thérapie, mais également dans une relation entre personnes. Certains deviennent si dépendants de leur partenaire qu'ils ne peuvent pas supporter l'idée d'être loin d'eux, ne serait-ce qu'une minute. Cela met souvent une forte pression dans un couple. La personne en souffrance pense uniquement à sa peur. Elle peut aller jusqu'à vouloir que son partenaire reste éveillé tant qu'elle ne dort pas, voire parfois jusqu'à refuser de rester seule à la maison, si bien que le conjoint est dans l'obligation de lui trouver une baby-sitter. Si vous trouvez que votre partenaire est trop exigeant, il faut le lui dire, même si vous risquez une crise de larmes ou de colère. Il
Il n'est ni réaliste ni bénéfique de tout accepter et de vous taire, quelle que soit l'empathie dont vous fassiez preuve. Il est également important d'empêcher la personne en souffrance de rabâcher tout ce qu'elle ressent. Insistez pour qu'elle parle de ses symptômes pendant un temps limité, disons durant 10-15 minutes après le dîner. Au début, elle sera en colère et vous reprochera de ne pas avoir de cœur. Tenez bon et rappelez-lui que l'objectif est qu'elle retourne à la normalité, ce qui ne se fera pas d'un coup de baguette magique. Traiter cette dépendance, une thérapie comportementale, encouragera la personne suivie à éviter de rechercher des sources extérieures de réconfort, en lui apprenant l'importance de se rassurer elle-même. Bien évidemment, il n'est pas réaliste de s'attendre à ce qu'elle y parvienne sans qu'elle ait compris au préalable comment elle réagit, ni sans qu'elle sache se détendre. Rien n'est plus humiliant que le besoin constant d'avoir quelqu'un à ses côtés, physiquement ou par téléphone, afin de parvenir à passer toute une journée. Dans ce cas, vous avez intérêt à utiliser l'auto-persuasion. Voilà, cette troisième vidéo est à présent terminée. Moi, elle m'a pas mal secouée parce que je me suis encore une fois reconnue dans cette lecture. Ce livre est définitivement écrit pour moi, je ne sais pas, mais voilà. Pour les personnes qui me connaissent, je pense que voilà, vous avez reconnu des petits traits de chez moi. Voilà. Donc, ce livre, je pense, va beaucoup m'aider. Les phrases qui ont été citées avant vont beaucoup m'aider aussi. J'espère qu'elles vous aideront aussi. J'espère que cette lecture vous aura plu. Alors, soyez indulgents, c'est ma deuxième lecture. C'est vrai que bon, ma diction est fluide, mais par moments, c'est vrai que je bégaye un petit peu sur des mots simples ou compliqués. C'est pas facile, car comme c'est la première fois que je lis le livre, je le découvre avec vous. Des fois, je suis perturbée par certaines phrases, perturbée par des témoignages je me dis que ça pourrait être mon témoignage dedans. Donc voilà, je m'excuse pour les petits cafouillages en tout cas. Nous on se retrouve bien évidemment samedi prochain pour la 4e lecture. Je vous souhaite une très très bonne soirée, journée, après-midi, beau matin. Ça dépendra à quel moment de la journée vous regardez, vous écoutez cette vidéo. Je vous souhaite tout simplement d'être heureux dans votre vie et n'oubliez jamais que vous n'êtes jamais seul. Je vous embrasse.